Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Markets, émission qui a lieu à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le vendredi 11 mars. Le titre du jour est « Restons pragmatiques, soyons factuels ». Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre-là aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement parce que hier était une journée particulièrement importante. Nous étions hier le jeudi 10 mars. Nous avions rendez-vous avec la BCE à 13h45 sur les taux, puis à 14h30 avec Mario Draghi. Hier, la BCE a lancé un quantitative easing historique et particulièrement complet. Cela a entraîné une première réaction haussière forte sur le CAC 40 qui a gagné jusque 3%. Puis le CAC 40 a perdu ensuite en séance pratiquement 5%. Et en fin de séance, il est revenu pratiquement à l'équilibre. Il ne perdait plus que 1%. Avons-nous eu un signal haussier hier ? Non. Avons-nous eu un signal baissier hier ? Non plus. C'est la raison pour laquelle le titre du jour est « Restons pragmatiques ». Je vous ai expliqué hier que la séance serait très volatile. Nous avons vu ensemble à 14h15 en live hier que nous étions sous des résistances majeures et que des reflux pouvaient avoir lieu. Nous avons vu hier que l'euro-dollar était sur support et qu'il pouvait rebondir et il s'est envolé de 300 points. Mais sur les indices, il n'y a pas eu de signal donné en cours de clôture. Et j'ai passé toute la journée d'hier à vous le dire et à vous le répéter. Il faut attendre la clôture pour voir si des signaux sont donnés. Et on va le voir ensemble. Des signaux baissiers ou haussiers n'ont pas été donnés sur le CAC qui reste complètement neutre. Quant aux indices américains, ils restent pour le moment bien orientés. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. J'en profite pour saluer tous ceux qui nous rejoignent pour la matinale, émission quotidienne. Alors, en haut de votre écran, vous avez des outils chat et questions-réponses. N'hésitez pas à les utiliser pour me faire des commentaires et éventuellement poser des questions tout au long de cette présentation. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les dernières news, le calendrier économique. Nous allons passer en revue les principaux actifs sur la plateforme de CMC Markets. Et comme je viens de le dire, je répondrai à vos questions. Alors, hier, la BCE a lancé le quantitative easing le plus important de son histoire. La BCE a décidé de baisser le taux REFI, le taux de prêt. Elle a baissé ces trois taux de 0,05 à 0,10 points. La BCE a également augmenté son quantitative easing en montant à 80 milliards par mois. La BCE a aussi décidé de lancer des opérations de refinancement à échéance 4 ans, les fameux TLTRO. La BCE aussi a expliqué que les taux resteraient longtemps bas, mais qu'elle ne pensait pas les baisser plus à court terme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que les opérateurs ont vendu la nouvelle partant du principe que la BCE n'avait plus de marge de manœuvre. Les opérateurs, en fait, ont vu Mario Draghi tout donner au marché. C'est-à-dire qu'on attendait un geste de la BCE, on attendait qu'elle fasse plus de quantitative easing et peut-être qu'elle augmente la durée de son quantitative easing. On attendait peut-être que la BCE baisse ses taux. Certains attendaient l'un ou l'autre. Et là, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu et la baisse de taux et une augmentation de QE. Le consensus attendait 10 milliards. Ils nous ont donné 20 milliards. Et en plus, un programme TLTRO. Bref, la BCE a vraiment mis en œuvre tous les instruments qu'elle avait à sa disposition. Ça a fait un peu peur aux opérateurs. Les opérateurs ont constaté que les indices avaient pris 20% depuis le début du rebond. Ils ont donc décidé de prendre des bénéfices hier et c'est ce qui a violemment fait baisser les indices dans la deuxième partie de séance.
Ce qui s'est passé ensuite, c'est que les marchés se sont stabilisés. Les opérateurs ont quand même pris un peu de recul sur la situation. Ils ont constaté que les indices étaient sous des résistances et devaient se replier, c'est ce qui a eu lieu. Il n'y avait pour autant pas de raison que les indices partent violemment à la baisse. Et donc les opérateurs se sont replacés à l'achat hier en fin de séance pour neutraliser ce qui aurait pu être un signal baissier hier en fin de séance. Donc il y a eu un peu d'euphorie, il y a eu un peu de peur, et puis ensuite le pragmatisme a pris le dessus. Les opérateurs notent quand même que la BCE a fait tout ce qu'elle pouvait pour soutenir les marchés, elle a pris des mesures de soutien, les marchés sont donc soutenus. Est-ce que cela va permettre aux indices de continuer de monter? Pour cela, il faudra très certainement des catalyseurs positifs. Et je pense désormais que les marchés vont se focaliser sur la réunion de mercredi prochain où nous allons avoir le compte-rendu du FOMC. En attendant donc le soutien de la BCE, plus la Chine qui relève une nouvelle fois le taux pivot du yuan, plus le pétrole qui reste bien orienté, et bien tout cela, ça permet un soutien aux indices à court terme et c'est ce qui leur a permis d'ouvrir en forte hausse ce matin sous les résistances que nous travaillions hier. Côté entreprise, JP Morgan va supprimer des postes de traders obligataires. De nombreuses banques coupent des branches de trading et expliquent que les volumes sont de moins en moins importants sur certains actifs et donc qu'ils sont obligés d'arrêter leurs activités. Arcelor a détaillé son plan d'augmentation de capital de 3 milliards. Et c'était un soutien au titre ce matin, puisque ça offre de la visibilité. Jacquet Metal a doublé son résultat net en 2015 à 50,5 millions. Et puis Viadeo a essuyé une perte en 2015 de 23,7 millions. Et la perte se creuse sur cette société qui est cotée aux USA. Côté statistiques passées, donc la BCE a abaissé tous ses taux. Et puis hier, nous avons eu la publication d'un PMI chinois. Alors, hier, le PMI chinois est ressorti en hausse de 2,3% au lieu des 1,8 attendus. Les médias ont considéré que le fait que l'inflation remonte en Chine, c'est une bonne chose. Le problème, quand vous regardez en détail le CPI chinois, vous comprenez que l'inflation vient de la hausse des prix de l'alimentation. La hausse des prix de l'alimentation a été de 8% en Chine. Donc en fait, c'est un CPI positif en demi-teinte, puisque ce n'est pas que l'activité économique est forte, repart et fait donc que les prix se tendent, c'est plutôt que les prix de l'alimentaire augmentent fortement, et cela, bien évidemment, ce n'est pas une bonne chose pour le chinois moyen. Ce jour, ce sera plutôt calme. On aura les prix à l'importation aux USA à 14h30 et les chiffres du chômage canadien. Donc cet après-midi, on aura peu de catalyseurs. Vous prendrez tout de même note du fait que demain, samedi, il y aura la publication de chiffres chinois. Cela veut dire que nous ne sommes pas à l'abri d'un gap haussier ou baissier lundi matin. Donc la prudence reste de mise sur ces marchés. On va passer tout de suite à la plateforme CMC Markets. Je vais vous montrer ce que l'on a vu hier à 14h15 quand on a fait le live BCE en données horaires. On va donc passer sur ma configuration d'analyse en données 4 heures pour voir un petit peu où on en est. Donc, hier, nous avons vu au moment de la BCE que le SP500 était à 2010 points et qu'il était sous résistance. Il y a eu un repli en fin de séance sur le SP500, puis il s'est repris en fin de séance et ce matin se retrouve de nouveau sous ses plus hauts. Le SP500 n'a donc pas donné de signal baissier hier, il s'est fait une frayeur, il est remonté, il est toujours haussier dans sa tendance haussière et sous résistance. Le CAC 40...
Le CAC 40, hier matin, nous avons vu qu'il était sous résistance à 4470 et qu'en cas de hausse, il pourrait monter jusqu'au gap annuel des 4580-4640. À 14h15, quand nous avons fait l'émission, nous avions touché 4580, nous étions à 4550 et je vous expliquais qu'on était déjà à plus 3% sous une résistance majeure et que des prises de bénéfices pourraient avoir lieu. Je ne pensais pas bien évidemment que ces prises de bénéfices seraient aussi appuyées et donc on est parti de la résistance, on a réintégré le range, on est allé se faire une petite frayeur comme aux États-Unis, mais vous voyez la clôture d'hier à 4363 sur le marché futur. En fait, ça indiquait hier que le CAC était en train de clôturer pile poil sur la borne basse de son range. Donc on avait fait une fausse sortie à la hausse, fausse sortie à la baisse, mais au final on était toujours dans le range, toujours soutenu, et donc ce matin les acheteurs ont repris la main et rattaquent de nouveau la résistance. Et en fonction des catalyseurs, cet après-midi, il y en a peu, mais peut-être de la Chine ce samedi, et donc début de semaine, nous verrons s'il y a assez d'appétit pour le risque pour casser la zone des 4480 et repartir en direction de ce fameux gap annuel des 4580-4640, ou au contraire si le CAC continue d'évoluer en range. Vous pouvez voir sur l'USD-Yen qui était dans un triangle hier qu'on est passé de l'euphorie à la peur. Pareil, on a touché une résistance, on a reflué, on est revenu vers support et puis on est reparti à la hausse. Résultat, neutralité complète, pas de signal haussier, pas de signal baissier, on est toujours dans le triangle. Le pétrole, lui, a continué de tenir sa tendance haussière et travaille désormais sa résistance des 37,60 €. C'est un objectif théorique en soi, c'est une résistance clé. On va regarder le graphique journalier après. Donc, encore une fois, soyons pragmatiques. N'oublions pas, pour les acheteurs qui jouent la tendance en place, de gérer les positions en possiblement remontant les stops ou en prenant des bénéfices par moment. Tout dépend de votre style de trading. Ici au milieu, c'est l'euro-dollar. On a vu hier que l'euro-dollar avait cassé son range et était venu toucher un support majeur. Je vous ai expliqué hier que malgré un QE historique de la BCE, l'euro-dollar n'avait pas vraiment envie de casser le bas de son range et que s'il réagissait à la hausse, il pouvait vivement repartir. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, je n'aurais pas pu anticiper 400 points de hausse sur l'euro-dollar comme on a eu. Je m'attendais à possiblement une tenue de support et une remontée des cours, mais pas quelque chose d'aussi violent et rapide. La hausse de l'euro-dollar a surtout été due au fait que Draghi nous a expliqué qu'il ne baisserait pas plus les taux à court terme, que ce n'était pas le but. Et donc, on a un euro qui s'est fortement apprécié. J'avais expliqué que ce soit dans la matinale, que ce soit sur Trading TV ou encore que ce soit sur BFM lundi midi, qu'en cas de cassure des indices 50, l'euro-dollar pourrait fortement s'apprécier. J'avais expliqué que l'euro-dollar était le meilleur moyen de voir comment le marché allait prendre en considération cette BCE. Et donc on peut voir que la BCE a baissé les taux, lancé un QE, première vague baissière sur l'euro et ensuite il est forcément reparti à la hausse. Et pourquoi l'euro est reparti à la hausse ? Eh bien tout simplement parce que la BCE ne peut pas augmenter son quantitative easing pour le moment. Là il est vraiment à une puissance maximum. La BCE ne compte pas baisser les taux beaucoup plus à court terme. Donc en gros tout ce qui était tous les éléments qui pesaient sur l'euro-dollar à cause de la BCE ne sont plus valides à court terme et c'est ce qui explique cette forte remontée de l'euro de 400 points en séance hier. Et puis l'or, ici à droite, hier on a vu ensemble que ça tenait particulièrement bien le support à 1240-1250, c'est reparti très violemment, on a même fait un nouveau plus haut sur l'or et puis ce matin on consolide puisque l'appétit pour le risque est toujours présent. Il fallait être pragmatique hier, il faut encore être pragmatique aujourd'hui. Nous ne sommes pas à l'abri d'un échec du SP500 et d'un échec du CAC sous résistance et d'un nouveau redémarrage baissier. Il faut garder toutes les options en tête et voir ce que le marché décidera. Et une fois que le marché se sera décidé et qu'il aura donné des signaux en cours de clôture, alors nous pourrons établir des plans, des stratégies pour la suite.
Si les catalyseurs sont bons et que le SP casse les 2010 points et s'apprécie, le CAC pourrait sortir à la hausse de son range, repartir, l'USD Yen repartirait en haut et casserait son triangle, le pétrole continuerait de monter, l'euro consoliderait un peu et l'or consoliderait un peu. Si au contraire, de nouveau, des excès baissiers se mettent en place, les vendeurs sont présents sous les résistances, il n'y a pas de catalyseur supplémentaire pour que le marché monte plus, eh bien on peut avoir un nouvel échec du SP500 sous 2010 points et une consolidation, un retour du CAC 40 sur le bas du range, un retour de l'USD Yen sur le bas du range, une consolidation du pétrole vers son oblique de soutien, une continuation de la hausse de l'euro-dollar suite à la forte impulsion qu'il a donnée et une continuation haussière sur l'or qui reste un des actifs les plus soutenus depuis le début de l'année. Donc voilà, on a eu faux signaux haussiers, faux signaux baissiers. Pour ceux qui attendent les signaux en clôture, vous aviez bien vu qu'aucun signal n'avait été donné en clôture hier, donc vous continuez de jouer les supports résistance de court terme très objectivement. Et lorsque le marché nous donnera des signaux forts, alors il sera peut-être l'occasion pour certains d'entre vous de prendre des positions en swing trading, c'est-à-dire sur plusieurs séances, voire plusieurs semaines. Pour l'instant, nous sommes dans des marchés qui se cherchent. Il faut donc faire preuve de prudence. Nicolas me dit qu'est-ce que les catalyseurs? Alors des catalyseurs, ce sont des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles. Cet après-midi en catalyseur, on a des statistiques américaines. Samedi en catalyseur, on a des statistiques chinoises. Et début de semaine prochaine, on aura le FOMC. On aura donc rendez-vous avec la Fed. Ça, ce sont des catalyseurs de taille. Les résultats d'entreprise aussi sont des catalyseurs. Si les résultats sont plutôt bons, ça soutient la cote et inversement. Ce matin, le secteur qui était le plus soutenu et qui soutenait bien comme il faut les marchés, c'était particulièrement les sociétés bancaires. Alors, je vais repasser sur ma mise en page habituelle de la matinale. On a passé donc le CAC et le DAX en revue ensemble, donc j'espère que vous avez bien compris que nous étions à la croisée des chemins. Nous avons une tendance baissière qui a duré pendant 3 mois. Nous avons une forte poussée haussière ici qui a lieu depuis maintenant 1 mois. Nous sommes à la croisée des chemins entre la tendance baissière de moyen terme et la tendance haussière de court terme. Est-ce que dans les semaines qui viennent, j'ai bien dit les semaines, nous allons casser les 4640 points afin d'aller chercher les 4800, voire les 5000 points, de repasser positif sur l'année, d'être dans un marché soutenu et que 2016 soit potentiellement une année haussière pour la 7e année consécutive de bull market? Ou bien, au contraire, est-ce que la BCE ne sera pas suffisante? Est-ce que les catalyseurs vont peser sur les indices? Est-ce que nous n'allons pas avoir le retour de velléité baissière, que ce soit sur les indices ou les matières premières? Et puis, n'oublions pas qu'on a toujours des ombres au tableau, les finances portugaises, la Grèce, la Turquie, les tensions géopolitiques, la Chine, etc., etc. Et donc, je vous expliquais que si on cassait la zone des 4640, on pourrait passer dans un marché haussier et il pourrait y avoir une euphorie haussière sur les indices. Au contraire, que l'on échoue sous 4580 ou que l'on échoue sous 4480 et si l'on repart à la baisse, alors si l'on casse 4350, c'est un premier signal baissier swing. Si on casse les 4200 points, eh bien potentiellement c'est qu'on a casser la dynamique haussière de court terme et que potentiellement la dynamique baissière de moyen terme reprend le pas. Donc c'est pour ça qu'ici vous avez cette chandelier qu'on a hier. On a tapé en haut, on a tapé en bas, mais les opérateurs ne savent pas où vraiment donner de la tête. Pour l'instant, on a un catalyseur de soutien qui est la BCE, donc on ne baisse pas, mais les opérateurs ne trouvent pas cela assez suffisant pour autant faire monter le marché et casser des résistances. C'est la raison pour laquelle nous sommes très pragmatiques, attentistes, et on verra dans les séances qui viennent la direction que choisit le marché. Sur le DAX, c'est exactement la même chose, sauf que le DAX est un petit peu moins haussier que le 440, il a tendance à sous-performer. Le DAX hier a cassé 9850 et a frôlé les 10 000 points, ce n'est pas un hasard s'il s'est arrêté à 9997 points, puis il a perdu 600 points en séance. Il a cassé son support,
et aujourd'hui il a regapé au-dessus. Donc le DAX est un peu moins propre, un peu moins lisible, un peu plus piégeux, il est moins haussier, donc pour ceux qui aiment jouer les mouvements haussiers, les US sont plus haussiers, le CAC est plus haussier que le DAX, lui, il est un petit peu sous-performant. Vous avez vu que le SP500 est sous la résistance des 2010 points, le CAC sous la résistance des 4460 points, le DAX, lui, est encore à 1,5% de sa résistance, il n'a pas réussi à revenir aussi haut. Le DAX reste donc, comme il l'a été pendant un certain temps, sous-performant par rapport aux autres indices boursiers. Côté actions, comme je vous le disais, ce sont principalement les bancaires qui soutiennent le marché aujourd'hui, Crédit Agricole, BNP, Natixis, AXA, tous ces titres hier sont partis à la hausse puis ont clôturé dans le rouge ou à zéro et ce matin tous ces titres-là tentent de repartir à la hausse. Donc vous voyez bien que pour l'instant la plupart se cherchent. On a touché les résistances, c'est pas passé. On a touché les supports, c'est pas passé non plus. On est donc en train de créer des zones de range dont la sortie sera d'importance. Est-ce que l'on sait si on a plus de chances de sortir par le haut ou par le bas ? Pas vraiment, car comme sur le 440, vous pouvez voir qu'on a une tendance baissière de fond et une tendance haussière de court terme. Est-ce que la tendance haussière de court terme va prendre le pas pour relancer la dynamique ou est-ce qu'au contraire, très facilement, très succinctement, vous voyez, on peut voir qu'on a des sortes de biseau ou de drapeau. Là, on a une tendance baissière de fond. Là, on a un drapeau haussier. En théorie, j'ai bien dit en théorie, un drapeau, on en sort par le bas. Donc peut-être qu'on est en train de tester les résistances, de continuer dans le rebond technique en espérant réussir, mais si on n'arrive pas à passer les résistances et à relancer une dynamique haussière, on a aussi des risques baissiers qui restent particulièrement forts. Voilà. Donc, le pragmatisme est d'importance. On a aussi l'automobile qui rebondit ce jour, bon, après avoir été en forte baisse hier. Donc en fait, vous voyez, on a tenté de monter hier, on est revenu à la baisse, puis là, on est complètement neutre ce matin. Donc il n'y a aucun signal majeur qui ont été donnés sur ces titres. Et Eramet stabilise. Et puis vous voyez qu'il n'y a pas énormément de titres qui sont à plus 5, plus 6, etc. Il y a beaucoup de titres qui ont fini à moins 2, moins 3 hier. Aujourd'hui, ils reprennent 2 ou 3%, mais il n'y a pas de dynamique. On est dans des ranges et on tape un coup en haut, un coup en bas, mais il n'y a pas de signaux majeurs qui sont donnés. On va donc aller faire un tour sur les matières premières. En même temps, je regarde vos questions. Christophe me dit, peut-on envisager une poursuite de la hausse sur le CAC ou le DAX alors que le gap du 15 février n'a pas été comblé? En fait, Christophe, ce qu'on peut imaginer, c'est que tant que les supports tiennent, il y a une possibilité selon laquelle on retourne travailler cette zone de gap et peut-être qu'on essaye de la fermer. Ça reste une possibilité, Christophe, tant que les supports tiennent. Nous sommes en tendance haussière de court terme et les supports ont tenu. Tant qu'on est au-dessus de ces supports, les acheteurs peuvent casser des résistances pour aller voir les prochaines. Si au contraire, on échoue de nouveau sous les résistances et qu'on se met à casser 4350 en clôture, là, la probabilité que le test du gap à 4580 points le jour de la BCE fût un point haut augmenterait fortement. On va maintenant passer aux matières premières qui sont intéressantes. Elles sont intéressantes dans une optique de diversification, mais aussi parce qu'il y a plusieurs matières premières qui sont dans des tendances fortes. Vous avez bien compris à quel point les indices sont coincés entre tendance haussière et tendance baissière, alors que sur certaines matières premières, on a des tendances haussières un peu plus affirmées, un peu plus propres. Le pétrole, par exemple, est dans une tendance haussière relativement violente et a pris plus de 30% ces 10 dernières séances. Vous voyez qu'il y a 2 jours, on est venu prendre appui sur l'oblique de soutien, on l'a tenu. Hier, on s'en est approché. Aujourd'hui, on n'en est pas loin. Et là, le pétrole travaille la zone des 37,50, 37,60, résistance datant du mois de décembre et du 4 janvier. Si le pétrole casse cette résistance, il peut continuer en direction des prochaines. Comme je vous l'ai expliqué, on peut cadrer la tendance haussière. Tant que les prix sont au-dessus de l'oblique de soutien, on est en tendance haussière et on peut aller plus haut. N'oubliez pas qu'on a réalisé un double bottom ici et que les objectifs théoriques, on a dit qu'ils se trouvaient à 37,50, 40 et 42 $ par effet de balançoire du double bottom.
Donc un effet de balançoire, ça veut dire qu'on reporte la hauteur du double bottom à la cassure de sa ligne de coup. La ligne de coup, c'est la résistance horizontale du double bottom. Donc ce sont des objectifs théoriques tant que l'oblique tient. Si à un moment on casse l'oblique bleu ici que vous voyez sur mon graphique, c'est qu'une consolidation, une respiration pourrait se mettre en place sur le pétrole. Alors, qui m'a parlé du café Arabica? C'est Yannick qui me posait une question sur le café. Alors ça, c'est le café Robusta qui fait un double bottom sur les 1300. Le café Arabica, il est ici. Alors le café Arabica, Yannick, c'est un actif que j'ai en surveillance parce qu'il est dans un canal baissier et que la configuration qu'on voit en place depuis pratiquement un an ressemble beaucoup à celle qu'on avait en 2012-2013. En 2012-2013, les cours baissent petit à petit, puis à un moment s'extraient violemment à la hausse et partent. Et bien là, de nouveau, on est dans un canal baissier à faible pente. Et ce que j'attends, ce que je surveille, c'est une cassure ici des plus hauts des dernières semaines, des derniers mois, et une cassure du canal baissier hebdomadaire. Le jour où le café Arabica arrivera à sortir de ce canal par le haut, s'il le fait, alors une vague haussière puissante comme en 2014 pourrait naître. Bien évidemment, pour cela, il faut une sortie de tendance baissière et ce n'est pas encore le cas pour le moment. Le cuivre reste bien orienté, mais depuis que Goldman Sachs a dit il y a quelques séances qu'il préférait vendre, on est dans une stabilisation à plat. Le riz, je vous en ai parlé beaucoup ces dernières séances car on est dans un biseau descendant et dans un biseau descendant on a une forte probabilité de sortie de figure par le haut. Néanmoins, l'analyse technique dit qu'il faut attendre une sortie validée du biseau pour jouer la sortie. Donc pour l'instant, je ne fais que vous montrer ce biseau descendant, le respect de sa borne basse. Nous venons pour la 4e fois en l'espace de 3 mois de venir tester la borne basse. Si la borne basse ici tient et que les cours repartent à la hausse vers la borne haute du biseau, la probabilité qu'on en sorte par le haut augmentera. Donc pour l'instant, premier point, tenue du support. Deuxième point, remonter à la résistance. Troisième point, il faudrait casser la résistance pour donner un signal. Bien évidemment, si on casse par contre les 9,90 et qu'on sort par le bas du biseau, on invalide complètement cette hypothétique sortie par le haut du biseau descendant. Je vous avais parlé aussi récemment du sucre en vous disant que le sucre était un actif qui tenait particulièrement bien et que le sucre avait peut-être des chances d'aller travailler sa résistance, mais peut-être même de la dépasser. Le postulat d'analyse sur le sucre était qu'en fin 2015, on a eu un fort mouvement haussier, une consolidation début 2016, on est venu faire un beau double bottom sur un retracement de Fibonacci. On a retracé en fait 50% du mouvement haussier précédent avant de repartir violemment. Ce que je trouve très intéressant, c'est la vitesse, la violence avec laquelle les cours sont retournés sous la résistance et les cours tiennent très bien cette semaine sous résistance. Donc, la probabilité que les cours tentent de casser la résistance devient plus forte étant donné la violence de la hausse précédente. Donc si on échoue sous résistance, il pourrait y avoir une consolidation, mais voyons dans les 1 à 2 semaines qui viennent si la résistance ne cède pas, parce que si elle cède, une nouvelle vague haussière pourrait avoir lieu. Et par effet de balançoire, on prendrait la hausse ici entre 12. Donc c'est une hausse de 20% qu'on a eu ici entre 12,60 et 15. Et si on la reporte à la résistance, ça donne à peu près ceci. Voilà, ça donne un objectif à 17,7. Donc nous verrons ce qu'il se passe sous cette résistance, mais le sucre n'a peut-être pas dit son dernier mot. Le blé dont je vous avais parlé il y a 2-3 semaines parce qu'on était sur support avait malheureusement cassé son support, mais je vous avais expliqué que potentiellement c'était un faux signal car on était proche aussi d'un très très gros support qui datait de 2010 et qui se trouvait à 425. Alors sur le blé, c'est des dollars par boisseau. Donc là, on a cassé le support, mais on l'a repris rapidement. Donc, c'est pour moi une fausse cassure.
du support et cela veut dire que les cours pourraient potentiellement remonter. En tous les cas, le signal baissier n'a pas entraîné une accélération des cours et quand on se met en données mensuelles, on comprend un peu mieux la situation. Vous voyez qu'on a un gros support testé en 2007, frôlé en 2009, testé en 2010. En 2014-2015, on s'était arrêté avant. Là, en 2016, on est venu le frôler de nouveau. Et donc, vous voyez bien qu'en données mensuelles, le sucre est beaucoup plus proche d'un support très long terme que d'une résistance. Et si en 2016, le sucre devait s'approcher des 500 et casser l'oblique de résistance ici qui fait pression sur les cours depuis 4 ans, alors une belle vague haussière pourrait naître. Bien évidemment, si les cours retournent vers le support de long terme et le cassent, ce ne sera plus du tout la même configuration. Mais la réaction en cours ce mois-ci est plutôt encourageante pour le moment. L'argent consolide, l'avoine, le gaz naturel, on va regarder l'or. Donc l'or, voici ce que j'ai. L'or est dans une belle tendance haussière en données hebdomadaires, journalières et 4 heures. Le problème, c'est qu'avec le plus haut qu'a réalisé l'or ici à 1285 hier, en traçant une oblique qui passe par tous les plus hauts, j'ai désormais un biseau ascendant. Alors un biseau ascendant, il y a une forte probabilité qu'on en sorte par le bas et qu'on consolide avant d'éventuellement monter plus si tant est que cela devait être le cas. Il est rare qu'on sorte par le haut d'un biseau ascendant, mais cela arrive. Je pense que l'or va être les cours de l'or vont être très réactifs au FOMC de mercredi prochain. Si les États-Unis parlent de possibles hausses de taux, ça pourrait faire monter le dollar et ça pourrait faire pression sur l'or qui reviendrait alors vers des supports. Si au contraire les États-Unis balayent les hausses de taux éventuelles à court terme et que le dollar baisse, ça pourrait de nouveau booster l'or et faire éventuellement sortir les cours par le haut du biseau. Donc ici aussi on est en attente de catalyseurs. En attendant, l'or garde une pente douce haussière et les replis sont pour le moment mis à profit par les opérateurs au fur et à mesure de la hausse. Donc vous voyez bien qu'il y a des supports obliques, des résistances obliques et à l'intérieur de ces obliques, eh bien, la tendance reste pour le moment haussière, mais on garde à l'esprit donc ce biseau ascendant auquel il faudra faire attention. Et le gaz naturel, hier on a eu les stocks de gaz, ils étaient inférieurs aux attentes, ça a permis au cours de continuer de grimper. Depuis le signal haussier donné lundi par la cassure de la tendance en ligne baissière, les cours du gaz n'ont fait que s'apprécier et ont pris 10% en l'espace de 5 jours. Donc voilà pour les matières premières. Donc on a parlé des indices, du fait qu'il fallait pragmatique et du fait qu'on avait des supports et résistances clairs qui n'avaient pas cassé. On a vu ensemble que le marché action montait hier matin, baissait hier après-midi, stabilisait ce matin, mais qu'il n'y a aucun signal clair qui ont été donnés. On a vu que les matières premières, le pétrole gardait sa pente haussière, l'or gardait sa pente haussière, le gaz continuait son rebond technique. Le blé n'a pas cassé un support long terme, mais au contraire, on a peut-être testé un. Le sucre est sur un support et il faudra voir s'il réagit. Donc voilà, pas mal de choses intéressantes sur les matières premières à surveiller. On va finir avec les monnaies. Donc sur les monnaies, l'AUD-NZD, je vous en ai parlé hier. On a approché d'une résistance. Donc après, si certains sont à l'achat et veulent prendre des bénéfices, eh ben, ils le font. Si d'autres veulent garder en espérant que la résistance casse et qu'on aille plus haut, c'est à vous de voir. La seule chose que j'avais mis en avant moi sur cette paire, c'était qu'il y avait un triangle et qu'une sortie par le haut ou par le bas serait potentiellement violente et source d'opportunité. On est sorti par le haut, on a fait le suivi de la hausse et on a atteint pratiquement l'objectif à 1,13 et les cours ont pris 400 points en l'espace de 5 séances, donc peut-être que certains d'entre vous en auront profité. Et puis l'AUD-USD, l'AUD-USD est toujours aussi soutenu, c'est la plus forte hausse pratiquement contre le dollar encore aujourd'hui. L'AUD-USD est extrêmement soutenu, on a vu ensemble ces derniers temps qu'il avait donné de très nombreux signaux haussiers.
À court terme, l'AUD est compris entre une résistance à 0,7540 et un support à 0,7380. Il est en train de consolider sa hausse récente et a peut-être besoin de respirer un peu à court terme. Si certains d'entre vous veulent s'attaquer à l'AUD puisque c'est la paire la plus forte, alors c'est pas ce qui est conseillé, mais la résistance est ici. Si des gens veulent prendre de l'AUD sur repli, le support se trouve ici. Vous comprenez bien que je vous indique des supports et résistances et ensuite c'est vous, en fonction de votre style et de votre appréhension du marché, qui décidez si vous allez plutôt mettre la résistance ou le support à profit. Après, il y a des actifs sur lesquels on a plus de chances de mettre à profit des supports, comme par exemple l'or, puisque l'or est en tendance haussière. Et il y a des actifs sur lesquels c'est beaucoup plus complexe, comme sur les indices, puisqu'on est à la croisée des chemins. Autre paire que je voulais vous montrer, c'était l'USD-Yen. Donc l'USD-Yen qui montre bien à quel point les indices se cherchent. L'USD-Yen, c'est le baromètre du risque. Et le baromètre du risque, depuis 10 jours, il ne nous dit rien du tout. Ça tape en haut, ça tape en bas, ça tape en haut, ça tape en bas. Le marché ne sait pas où donner de la tête. Il ne sait pas s'il doit avoir confiance en les banquiers centraux et repartir à la hausse, ou si au contraire, il doit continuer de baisser à cause de fondamentaux qui se dégradent. Donc, il faut ici aussi attendre une sortie de la zone pour avoir une opinion claire sur la situation. Si on casse les 114 en cours de clôture, on a toutes les chances de revoir la résistance ici à 116. Si on casse les 112 qui sont supports, on a toutes les chances de revoir les 111, voire de casser les supports et de continuer la tendance baissière de fond qui est en place depuis le mois de décembre. Nous verrons cela dans les séances à venir. J'espère et pense que le FOMC pourra être un catalyseur de poids qui nous montrera la voie. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de nombre d'actifs. J'ai répondu sur les actifs que l'on m'avait demandé. Je regarde si vous avez d'autres questions. JT me dit l'or et le pétrole ne sont donc plus corrélés négativement pour leur aspect refuge et vice-versa. Non, JT, l'or et le pétrole ne sont plus inversement corrélés. On peut avoir l'or qui monte en tant que valeur refuge et puis tout simplement parce que l'or a repris une tendance haussière. Et on peut avoir le pétrole qui réalise un rattrapage de moyen terme. Les deux actifs, que ce soit l'or ou le pétrole, par contre, vous le noterez, ont quelque chose en commun, c'est le dollar. Et quand le dollar est sous pression, l'or et le pétrole ont tendance à s'apprécier plus facilement et inversement. Il y a plusieurs cours du sucre. Quelle différence entre ces cours? Eh bien, Mich, il y a le sucre brut et le sucre blanc. Celui qu'on regarde ensemble à chaque fois, c'est celui qui est le plus propre graphiquement, c'est le sucre brut. J'ai eu la même question hier sur pourquoi analyses-tu le pétrole WTI et non pas le Brent? Tout simplement parce que il y a des périodes où je trouve qu'il y a un des pétroles qui est plus lisible que l'autre. Et c'est la même chose sur le sucre. Sur le sucre, je cherchais à trouver lequel des deux était le plus fort, le plus haussier, le plus punchy, puisque c'était de perspective haussière dont on parlait jusqu'ici. Et le sucre brut était plus fort que le sucre blanc. De la même façon, le WTI, je le trouve plus propre, plus lisible et plus suivi par les opérateurs en général que le Brent. Et c'est donc pour ça que je suis plutôt le cours du WTI. Jacques dit la BCE vient de jouer sa dernière carte, que pourra-t-elle faire si l'inflation ne repart pas? Eh bien, elle ne pourra pas faire grand-chose à part augmenter son quantitative easing une nouvelle fois et croiser les doigts. Tous les discours que je vous ai tenus sur le moyen terme continuent d'être au cœur des attentions et c'est pour ça que les indices hier se sont fait un petit peu peur. Les opérateurs ont bien conscience que la Fed n'est pas dans une optique de quantitative easing, que la BOJ a déjà fait un quantitative easing historique et a baissé ses taux en négatif, et que la BCE a mis ses taux en négatif encore plus et a lancé encore plus de quantitative easing. Donc à court terme, les banquiers centraux ne peuvent plus vraiment être un soutien fort au marché. Donc les banquiers centraux, de par leur parole et de par leur prise de décision, ont permis un rebond des marchés qui étaient jusqu'ici fortement baissiers.
Et là, le marché se demande s'il doit avoir confiance dans les banquiers centraux en espérant, en croisant les doigts pour que les fondamentaux s'améliorent et donc que les prix puissent repartir à la hausse. Et les investisseurs, doutant du fait que les banquiers centraux ne peuvent pas à eux seuls faire monter le marché, eh bien, c'est pour ça qu'il y a eu des prises de bénéfices hier et que certains vendent les résistances. Ce qu'il faut, si je peux me permettre de vous dire cela, c'est prendre conscience quand même que la BCE déverse 80 milliards sur les marchés par mois. C'est énorme. Donc oui, on garde en tête que les banquiers centraux ont moins de possibilités puisqu'ils ont utilisé nombreux de leurs outils. Mais les outils qu'ils viennent de mettre en place, ce sont des outils qui vont avoir un impact sur les 6 mois, 1 an, 2 ans qui viennent. Donc il y a quand même tous les mois 80 milliards de la BCE qui rentrent sur le marché et qui sont en soutien. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, ça reste un soutien inconditionnel et fort au marché boursier. Et même psychologiquement pour les opérateurs, c'est très important. Paul me dit, à partir de quel niveau le niveau du backer Hugh va-t-il devenir dangereux pour l'avenir des shale oil? Donc Paul, là tu me poses une question par rapport à un des puits de forage des shale oil aux États-Unis. Je suppose que tu as vu et revu le webinaire pétrole de la semaine dernière et je pense que pour une question aussi pointilleuse, tu pourrais la poser à Benjamin Louvet sur Twitter qui nous a dit être à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions aussi précises. Christophe me dit, pour les indices CAC DAX en clôture journalière, la bougie pénétrante à la baisse ne peut-elle pas être considérée comme un vrai retour dans le trend baissier de moyen terme, de plus avec des volumes? Alors Guy, la pénétrante baissière hier n'est pas une bonne chose, la mèche haute sous le gap annuel hier n'est pas une bonne chose, mais ces deux facteurs baissiers sont contrecarrés, 1 par la tenue du support, 2 par la relance haussière du jour. Donc en gros, il faut voir ça comme un match de boxe. Les acheteurs ont mis un gros coup de poing, les vendeurs en ont mis 2 et les acheteurs en ont remis 1 ce matin. Là, c'est la balle au centre, il y a égalité et on attend de voir avec les prochaines statistiques, les prochaines news, les prochaines déclarations d'officiels, ce que le marché choisira comme option. Patrick me dit, bonjour, est-ce que le dollar n'est finalement pas trop fort pour les entreprises US? La Fed ne veut-elle pas le faire baisser aussi? Tout le monde veut faire baisser sa monnaie, on dirait. Effectivement, Patrick, le fait que le dollar soit aussi fort a fait potentiellement baisser en partie les résultats d'entreprises américaines l'année dernière, mais cela reste dans des proportions gardées. La Fed nous a dit en avoir conscience. Et c'est pour ça qu'elle gère sa politique monétaire à pas feutré, qu'elle est qu'elle fait très attention à ce qu'elle dit. Le but de la Fed, c'est peut-être de rester confiante sur une hausse de taux, d'essayer de monter peut-être encore une fois les taux, tout en ne faisant pas trop monter le dollar américain. Laurent dit, quel secteur action pour profiter de la manne du QE? Les bancaires, point d'interrogation. Alors Laurent, c'est plutôt non pas le marché action mais le marché obligataire qui profite le plus de la manne de la BCE, puisque la BCE achète tous les mois énormément sur le marché obligataire et c'est justement ce qui a poussé les rendements en négatif, fait historique dont on ne sait pas ce que ça va avoir comme conséquence. À court terme, vous pouvez voir effectivement que ce sont les bancaires aujourd'hui qui sont soutenus, mais elles sont soutenues aujourd'hui autant qu'elles étaient délaissées hier. Donc, si vous pensez que le CAC 40 va casser ses résistances, continuer de monter et qu'il va y avoir de l'appétit pour le risque, effectivement, les bancaires et les assureurs pourraient être recherchés comme on le constate aujourd'hui. Donc là, à court terme, les bancaires et les assureurs montent. C'est vrai que c'est les titres les plus recherchés ce matin suite à la BCE d'hier. Mais c'est à prendre avec des pincettes puisque hier, ces titres étaient aussi les plus délaissés en fin de journée et le CAC reste sous résistance. Donc c'est pas quelque chose d'évident.
En plus de cela, on sait que la BCE a baissé les taux de 0,10. Si elle avait fait 0,20, il y a de nombreuses institutions bancaires qui avaient dit que ce serait trop et que ça pourrait vraiment gréver leurs résultats. Le problème, c'est que maintenant que la BCE a pratiquement tout utilisé, la prochaine marge de manœuvre, ce sera forcément potentiellement une nouvelle baisse de taux, chose qui ne sera pas bonne a priori pour les bancaires. C'est tout le paradigme, tout le côté paradoxal des marchés actuels qui se cherchent, qui sont très complexes. C'est pour ça que je vous ai invité ces dernières semaines et depuis le début de l'année 2016 à vous diversifier, à regarder d'autres actifs que le DAX au quotidien, à ne pas forcément aller vous brûler les doigts ou les ailes ou le compte de trading en cherchant à forcément trader dans des journées extrêmes comme hier. Il y a la possibilité de se diversifier sur des actions, il y a la possibilité de jouer des tendances sur certaines matières premières, il y a la possibilité de jouer des signaux haussiers ou baissiers sur certaines monnaies. Donc quand les indices sont extrêmement complexes, n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous diversifier et à regarder autre chose. Et c'est la raison pour laquelle je vous parle d'autant d'actifs tous les matins pendant la matinale. Voilà, sur ce, déjà 45 minutes d'émission, j'ai pris la peine de répondre à toutes vos questions. Je vous remercie à tous d'être venus pour cette matinale. J'espère vous retrouver avec grand plaisir lundi matin à 10h. C'était une semaine absolument passionnante. C'était un live BCE hier très réussi. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon appétit, un bon week-end. Et puis on se retrouve en forme lundi pour attaquer les marchés boursiers. Au revoir à tous.